Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Y aura-t-il des profs dans chaque salle de classe à la rentrée? Emmanuel Macron dit oui, en assurant que chaque prof sera bien remplacé. Oui, mais la question, c'est par qui? Dans les faits, est-ce possible alors que l'éducation nationale traverse une de ses pires crises? On en parle tout de suite avec nos invités. Deuxième partie d'émission, on vous présente C'est Génial, un concours scientifique pour les collégiens et les lycéens dont la finale aura lieu demain au Salon du Bourget. Enfin, dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Ouattara nous emmènera aux Philippines, pays qui souhaite interdire les devoirs à la maison le week-end. Oui, c'est assez étrange, mais il vous expliquera ça dans quelques instants. Mais avant cela, on le retrouve pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence ce journal avec un nouvel appel à la mobilisation de l'intersyndicale éducation le 31 mai. Oui, l'intersyndicale proteste en fait contre la mise en place du pacte enseignant par Pap Ndiaye, pacte qu'il a annoncé il y a quelques semaines. Et en fait, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que les décrets et arrêtés, d'une part sur la revalorisation des salaires et d'autre part sur le pacte enseignant, ils sont à l'ordre du jour du comité social d'administration ministérielle qui va se tenir demain, le 31 mai. Les syndicats dénoncent à nouveau ces propositions. On a notamment un des syndicats qui a fait un communiqué de presse, l'intersyndicale éducation, et qui explique, loin de contribuer à la revalorisation attendue par toutes et tous, ce projet va conduire à un alourdissement de la charge de travail des personnels, alors qu'une enquête de la DEP a fait la lumière sur la réalité du temps de travail des enseignantes et enseignants. La moitié travaille plus de 43 heures par semaine. Les organisations, elles appellent à deux rassemblements. D'abord demain devant le ministère de l'Éducation nationale, un rassemblement un mercredi après-midi et une grève qui aura lieu, elle, le 6 juin. Reste à voir comme d'habitude si la mobilisation sera au rendez-vous. Les missions et rémunérations justement du pacte enseignant ont d'ailleurs été précisées dans un document interne de l'Académie de Paris que le Parisien, le journal Le Parisien, s'est procuré. Oui, on savait que le pacte enseignant devait permettre d'avoir jusqu'à 3 700 € bruts par an. Ça, c'est ce que le ministre avait annoncé. Mais dans les faits, on n'avait pas le déroulé précis. C'est chose faite puisque le Parisien s'est procuré un document interne de l'Académie de Paris et on y voit un petit peu plus clair sur les nouvelles missions. Oui, on commence avec les enseignants primaires. Du côté de la primaire, ils auront une mission prioritaire, obligatoire, celle de donner des heures de maths et de français de soutien pour les élèves de 6e pour la somme de 69 € bruts par an, avec un maximum de 18 heures par an. Autre mission qui seront possibles pour ces enseignants du primaire, le dispositif devoir fait, ou bien encore des missions d'aide individualisée. Pour le second degré, d'autres missions viendront en complément, Guillaume. Alors là, la grande thématique du second degré, collège-lycée, c'est les remplacements sur les heures courtes. Ça, c'est un vrai sujet dont vous parlerez dans quelques instants. Là, ça sera la mission prioritaire qui, elle aussi, ne devra pas dépasser les 18 heures par an. Et puis, le dispositif devoir frais sera également proposé aux enseignants volontaires. Le ministre Pap Ndiaye, d'ailleurs, qui faisait la une du journal Libération avec ce titre, Le mystère de l'éducation, qu'on vous laisse découvrir maintenant à l'antenne. Une grande enquête sur Pap Ndiaye. On termine cette séquence ministérielle avec des enseignants qui répondent aux propos du ministre sur les conseils de classe au mois de mai. Oui, décidément, Pap Ndiaye fait parler de lui en ce mardi 30 mai. Il y a quelques jours, souvenez-vous, au micro de France Bleu, il expliquait qu'il était choqué par le fait que les conseils de classe qui auraient dû se tenir normalement au mois de juin aient commencé dès le mois de mai. Il s'exprimait et il expliquait qu'il avait fait une circulaire et même une grande enquête pour essayer de mettre fin à ces dérives. Les enseignants lui répondent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne mâchent pas leurs mots. Premier syndicat à répondre, le SNPDEN, le syndicat des personnels de direction. Il s'émeut des propos du ministre à travers la plume de Bruno Bobkiewicz, le secrétaire général, qui explique que ce sont les procédures d'orientation et le calendrier global, y compris des examens, qu'il faut revoir et les chefs d'établissement ne sont pas responsable. En fait, il pointe du doigt le vrai problème, selon lui, c'est le problème des épreuves anticipées qui ont été placées au mois de mars. Même son de cloche du côté du SNES FSU qui pointe du doigt les différentes contraintes calendaires qui expliquent ces conseils de classe anticipés. Bref, pour ces deux syndicats, Pap Ndiaye est à côté de la plaque. Terminons ce journal, Guillaume, du côté de Strasbourg avec une autre polémique, cette fois sur les financements de la municipalité pour des écoles Steiner. Oui, les écoles Steiner, pour rappel, ce sont des écoles qui sont inspirées de la philosophie ou plutôt de l'anthroposophie, un courant intellectuel qui exalte la nature et les forces spirituelles invisibles qui composent le monde et qui est hérité de Rudolf Steiner, un penseur autrichien.
Le problème, eh bien, c'est que ces écoles, elles sont régulièrement épinglées par la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui invite les parents à la plus grande précaution au moment de scolariser les enfants dans ces écoles, avec un possible risque, explique cette mission interministérielle, un possible risque d'endoctrinement des enfants. Oui, mais voilà, le 10 mai dernier, lors du conseil municipal de la ville de Strasbourg, eh bien, de nouveaux financements ont été votés en faveur des écoles Steiner de la ville, et ça, eh bien, ça n'a pas plu à l'opposition de gauche. Une élue a décidé donc de demander à ce qu'il y ait un principe de précaution qui soit appliqué. Ça n'a pas été entendu du tout par la municipalité. Conséquence, l'élu a décidé de saisir cette MIVILUD, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, et elle réclame surtout une vigilance des parents sur les endoctrinements des enfants. Merci Guillaume. Y aura-t-il assez de profs à la rentrée 2023? Alors oui, selon Emmanuel Macron, un vrai doute du côté des syndicats. On en parle tout de suite avec nos invités. Pour en parler, j'accueille Elisabeth Alain-Moreno. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire générale du SE-UNSA. Et face à vous, je suis ravie d'accueillir Maxime Repère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président national du SNALC. Alors, on va rentrer tous les trois dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Peut-on décemment dire, comme Emmanuel Macron, eh bien, qu'il y aura un prof devant chaque classe à la rentrée? Priorité, Elisabeth Alain-Moreno. Oui, effectivement, j'ai entendu aussi le ministre rassurer l'opinion publique et dire que la rentrée 2023 se passerait mieux que la rentrée 2022, en confortant les propos du président sur le fait qu'il y aurait un enseignant devant chaque élève. C'est une promesse que l'on nous a déjà faite l'année dernière et qui ne s'est pas avérée réelle, puisque dès la rentrée, on avait de toutes parts sur tous les territoires, que ce soit dans le premier ou dans le second degré, des manques importants de personnel que l'on avait alertés plusieurs mois auparavant. Alors les signaux, ils sont simples. De toute façon, c'est une chute importante de candidats au concours, des démissions qui sont aussi plus importantes, et ensuite une difficulté du système aussi à pourvoir les remplacements, notamment de longue durée dans le second degré, parce qu'il il y a des solutions qui ont été proposées pour les remplacements de courte durée, mais on va en parler bien sûr. Voilà, le plus, ce sont les remplacements de longue durée. Votre avis, Maxime Repère, comment se fait-il que le président dise ça? Est-ce qu'il y croit vraiment, selon vous? Écoutez, je pense que c'est tout simplement de la com, ni plus ni moins. Faire mieux que l'an dernier, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas très compliqué actuellement. L'an dernier, c'était catastrophique et je ne crois pas que l'année à venir sera meilleure. Il y a un échec flagrant par rapport au recrutement des enseignants. Et le fait de mettre un enseignant devant chaque élève, je pense plutôt que le ministre, comme le président, souhaite plutôt dire un adulte devant chaque élève. Voilà, il y a eu des échecs en série pour ce qui est du recrutement, alors que la solution, elle est toute simple, c'est tout simplement procéder le plus vite possible à un rattrapage salarial et donner des conditions, j'allais dire, dignes et sereines aux enseignants pour qu'ils puissent exercer correctement leur métier. Et ce n'est pas avec des job dating comme on a pu avoir, ou avec le fameux pacte qui nous a été présenté, que nous allons pouvoir trouver une solution rapidement. On va en reparler évidemment, on va détailler ensemble chaque point précisément, à la fois évidemment pour la primaire, et puis pour le primaire, et puis pour le secondaire, et puis aussi courte durée et longue durée. Vous l'avez évoqué, Elisabeth Alain-Moreno, c'est vrai que c'est très différent. Tout ça, c'est très vaste, mais concrètement, ce qui nous étonne, c'est que nous, on en parle ici, on est sur une chaîne spécialisée sur l'éducation, mais on en parle aussi partout, à la fois dans les foyers des Français, mais à la fois évidemment chez tous nos confrères. Je veux dire, la situation est dramatique aujourd'hui à l'éducation. Il manque des professeurs partout, on le savait, comme vous le dites, on a pu l'anticiper. Comment c'est possible de tenir un tel discours, encore une fois, aujourd'hui, selon vous, Elisabeth Alain-Moreno? Alors, j'hésite entre la déconnexion totale avec la réalité du métier, ce qui est une forte probabilité, et une volonté, je vais dire, peu convaincante de rassurer l'opinion publique et en particulier les familles. Je pense que c'est un savant mélange des deux. Mais quand on est le mari, d'une ancienne prof, est-ce que c'est possible d'être déconnecté à ce point? Quand on veut rassurer l'opinion publique, oui, effectivement, et qu'on a la capacité à pouvoir parler à tout un pays d'une seule voix, c'est tout à fait possible, et ça concerne évidemment d'autres sujets. Après, là où nous, et c'est notre rôle, c'est de pouvoir rappeler la réalité aussi à nos élus, de ce que les enseignants, les élèves et les familles vivent au quotidien, tous les jours dans les écoles. Et comme je l'ai dit, j'ai des choses qui sont totalement
anticipable et que le président sait très bien, comme vous venez de le dire, que le ministre sait aussi. Et c'est quand même à chaque fois dramatique de devoir arriver à la rentrée, le 1er septembre, avec des situations qui sont très difficiles à solutionner au dernier moment. Ça discrédite une nouvelle fois, je ne vais pas dire l'école, mais par contre la gouvernance de notre pays. Alors, discréditer la gouvernance de notre pays, est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos, Maxime Repère? Et je reviens sur l'idée, en fait, donc vouloir rassurer les familles tout en fait, étant hors sol, si je peux reprendre aussi vos propos, Elisabeth Alain Moreno. Est-ce que ça va ensemble? Ça me paraît complètement... Écoutez, rassurer les familles de ce point de vue-là, j'appelle pas ça rassurer, j'appelle ça mentir, tout simplement. Ça fait plusieurs rentrées quand même qu'on pointe du doigt une paupérisation du métier d'enseignant. Je rappelle quand même que dans les années 80, un enseignant qui débutait en collège touchait 2,2 fois le SMIC. En 2022, on tombe à 1,2 fois le SMIC. Donc il y a quand même des questions à se poser. On est d'accord que le métier d'enseignant est un métier qui est difficile. On a quand même des faits de violence, de menaces, voire même plus, perpétrés contre des enseignants. Donc l'opinion connaît, j'ai envie de vous dire, grâce aux médias notamment, la dure réalité du métier. On a essayé des job dating où on a recruté des gens que l'on a formés en moins de 3 jours, c'est-à-dire moins qu'il n'en faut pour faire des hamburgers dans une célèbre chaîne de fast-food. Ça n'a pas marché. Des collègues ont démissionné en masse au bout de quelques jours ou quelques semaines. Donc voilà, et là on essaye un nouvel artifice en s'appuyant encore une fois sur un mensonge, en disant on va revaloriser le métier d'enseignant, donc on va rajouter des missions supplémentaires, le fameux travailler plus pour gagner plus, mais ce n'est pas une revalorisation, ce n'est pas un rattrapage salarial tel que nous l'exigeons. Donc voilà, à un moment donné, il faut se dire voilà, que méritent nos jeunes? Eh bien, ils méritent tout simplement un enseignement de qualité, avec des professeurs qui sont motivés et qui peuvent exercer sereinement leur métier. Alors, parlons clairement de la situation donc des profs absents et de leur remplacement. On va commencer par le primaire, car on doit décortiquer chaque moment, finalement, de l'apprentissage de nos élèves. On sait qu'il manque des profs, des professeurs des écoles, 1450 a priori professeurs manquants. Il s'agit donc de pouvoir évidemment les remplacer. Est-ce qu'on va devoir recruter des contractuels à la rentrée pour, je parle bien du primaire cette fois-ci, Elisabeth Alain Moreno? Alors, recruter des contractuels, c'est évident, parce que déjà les premiers chiffres sur les présences sur les écrits des concours nous montrent qu'il n'y a pas suffisamment de candidats pour pallier au nombre de postes offerts. Pourtant, un nombre de postes en chute sur les dernières années. Comme quoi, notre employeur n'a toujours pas compris que moins on offrait de postes et moins on était offrant et moins on séduisait de potentiels salariés pour l'avenir. Mais ça, c'est le cas pour toute entreprise ou toute fonction publique. Donc ça, c'est un premier constat. Et au-delà, c'est ça qui avait déjà été fait auparavant. Complètement, donc, tout à fait. C'est vrai que l'anticipation dont vous parlez, on ne comprend pas. À la limite, la première fois, bon, on peut peut-être penser qu'après le Covid, c'était compliqué. Mais là, on le savait. Ça fait déjà 2 ans qu'on est dans cette situation-là. Complètement. Mais de toute façon, nous, au niveau de l'UNSA, ça fait quand même depuis toujours qu'on demande à ce qu'il y ait une planification pluriannuelle des recrutements. Ça paraît quand même incroyable qu'on ne puisse pas se projeter sur plusieurs années sur le recrutement dans l'éducation nationale, qui est le plus gros employeur dans notre pays, avec un enjeu important, celui de l'école et de l'éducation de tous nos enfants. Donc, il y aura forcément de recrutement de contractuels à la rentrée. Ce que l'on note, c'est que ces recrutements de contractuels qui concernaient essentiellement, les académies de Créteil et Versailles ces dernières années, concernent aujourd'hui quasiment tous les territoires, parce que la pénurie, elle concerne tous les territoires. Alors évidemment avec des degrés différents, parce que le manque n'est pas le même partout. Et ce qui est regrettable, c'est qu'il n'y a pas d'analyse plus fine que ça, des disparités entre territoires et du pourquoi, parce que c'est ce qui explique les raisons de la désaffection du métier, pour pouvoir envisager les solutions utiles en temps et en heure. Alors évidemment, en plus, l'accueil des contractuels, on sait très bien dans quelles conditions ils se font. C'est pas forcément toujours le jour de la rentrée, donc ça veut dire à chaque fois des classes qui n'ont pas d'enseignants sur les premiers jours de rentrée, voire les premières semaines. Ça veut dire aussi des fois être parachuté sur une école, sur une classe, sans avoir de formation
formation, sans avoir d'accompagnement, dans des conditions salariales qui ne sont pas du tout satisfaisantes. Vous dites des fois, mais en même temps, quand on est contractuel, il y a 4 jours de formation, on est bien d'accord? Oui, mais donc 4 jours de formation, c'est presque pas de formation. Mais tout à fait, complètement. Voilà, clairement. Votre avis sur la question, Maxime Repère? Écoutez, les 4 jours de formation, déjà, ils ne sont pas systématiques. J'ai vu des collègues formés sur moins de jours que cela. Non, il n'y a pas de formation et d'accueil digne pour les collègues contractuels. Et puis, je vais même aller plus loin. Il y a une forme de cercle vicieux dans tout ça. Pourquoi? On connaît le problème. On va continuer à recruter des contractuels en ne les formant pas assez, ne les préparant pas assez, ne les soutenant pas assez. Ces contractuels vont continuer, pour certains, de démissionner. Et on va s'appuyer encore plus sur les titulaires. Donc on va rajouter des missions, on va les inciter à faire toujours plus. Et le SNALC alerte sur un des dangers majeurs, un enjeu majeur de ces dernières années au niveau des personnels enseignants, c'est la question de la santé au travail, notamment celle des risques psychosociaux. Voilà, la question des burn-out, la question des suicides dans l'éducation nationale. Donc on a des collègues de plus en plus épuisés et des collègues qui tiennent de moins en moins. Évidemment. Parce que derrière, ils sont sous pression. Avec des conditions de travail absolument épouvantables. Une très grosse pression. Beaucoup parlé ici et on continuera de le faire évidemment chaque fois. Je reviens sur effectivement cette formation donc, de contractuels en 4 jours. Alors, quelque part, évidemment, on se dit heureusement qu'ils sont là parce que c'est mieux que rien. Mais ça, évidemment, ça ne fait pas, ça ne donne pas, ce n'est pas une solution. D'autant plus que s'ajoute à cela des fermetures de classes et des suppressions de postes. Et alors, c'est là où vraiment j'ai besoin que vous m'éclairiez, ainsi que tous ceux qui nous regardent, parce que moi je ne comprends plus rien du tout. C'est-à-dire qu'on a des professeurs manquants, on a donc des élèves, et là je parle que de la primaire pour l'instant, et des professeurs donc, qui ne sont pas là, professeurs des écoles qui ne sont pas là, des enfants qui sont petits, qui sont entre 3 ans et 10-11 ans, des parents complètement perdus et qui se disent que je vais travailler, je ne vais pas travailler, mon enfant à classe, pas classe, qui va faire la garderie, pas garderie, est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre à lire et à écrire? Et après on se plaint des enfants qui arrivent en 6e et qui ne savent pas lire et écrire. Maxime Repère, j'aimerais votre réaction et que vous m'expliquiez s'il vous plaît. Écoutez, je pense qu'il n'y a rien à expliquer. On voit qu'il y a une totale incohérence entre la volonté justement de soutenir l'enseignement et notamment le premier degré et puis la réalité, vous l'avez dit vous-même, des suppressions de postes, on en a, des baisses au niveau des concours également, baisse de recrutement, et en même temps, on dit A et on fait B, donc c'est problématique. On a cette question de la paupérisation, ça c'est ce qui avait été dit tout à l'heure. On a aussi un autre phénomène qui est celui de la déprofessionnalisation du métier d'enseignant. Parce que quand on dit à quelqu'un, écoutez, au bout de 4 jours, on va vous donner une formation et vous serez apte à avoir des dizaines d'enfants sous votre responsabilité, je pense que c'est aussi une gifle infligée au métier. Et puis on le décrédibilise un petit peu plus. Les collègues voient bien quand il y a des fermetures de classe, quand on augmente les effectifs, quand on arrive parfois à 20, 25 ou plus dans les écoles primaires, ce n'est pas normal, ce n'est pas tolérable. C'est irrespectueux à la fois pour les parents, mais aussi bien sûr pour les enfants qui sont les premiers concernés. Comment faire pour que cette situation vraiment soit totalement inversée, Elisabeth Alamand-Moreno? Parce que là, c'est vrai que nos enfants qui sont petits, qui apprennent, qui sont tout juste en apprentissage, qui se retrouvent vraiment perdus, ces professeurs qui sont encore là et qui tiennent, comme vous le dites, Maxime Repère, qui tiennent à bout de bras et qui disent non, il faut que j'y aille, c'est ma vocation, même si les conditions de travail sont épouvantables. Comment faire pour que le système s'inverse? Pour l'instant, je parle bien du primaire. De toute façon, vous avez soulevé le nœud, c'est-à-dire c'est une politique budgétaire, c'est des choix. L'école, c'est avant tout un investissement sur l'avenir. Et effectivement, quand on fait le choix de fermer des classes, de fermer des écoles, parce qu'elles sont en ruralité, parce que finalement, ça coûte moins cher que les élèves se déplacent et fassent plus de kilomètres, et qu'on fait le choix de basculer des enveloppes pour mieux rémunérer les personnels pensant que c'est un petit peu ce qui va les motiver à rester ou à accepter des conditions de travail plus complexes et plus difficiles, c'est un très mauvais calcul. Quand je dis l'école c'est un investissement, c'est aussi, et vous l'avez dit, dès le plus jeune âge, c'est de la prévention. C'est faire le choix que dès le plus petit, dès les plus jeunes âges, on permette à des enfants d'acquérir
tout le bagage nécessaire, qu'il soit mathématique, qu'il soit littéraire, qu'il soit culturel, et se sentent surtout bien dans une école qui sait les accueillir, qui sait les accompagner. C'est aussi faire le choix que les familles fassent confiance à l'école et à l'institution, et c'est autant de difficultés en moins que l'on retrouve sur les années qui vont suivre. Surtout qu'ils n'ont pas le choix, les familles, hein. C'est la sectorisation. Pour la plupart, ils se rendent effectivement à ce qu'on leur a dit, tout simplement. Si on passe, et pardon, je presse un peu le temps, mais parce que j'ai très envie de bavarder avec vous, mais le temps est court. On va passer maintenant au collège et au lycée, car ce n'est pas la même chose, évidemment, puisque les professeurs ne sont pas rattachés proprement à une classe, mais à une matière, si je puis dire. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Quand on a un professeur absent, on peut faire appel à des contractuels, mais aussi à ces fameux professeurs signataires du pacte enseignant. C'est bien ça, Maxime Repère? Oui, effectivement. Si vous avez par exemple un professeur de mathématiques qui est absent, eh bien, si le professeur d'anglais est disponible à ce moment-là, eh bien, il peut prendre en charge la classe pour effectuer des heures d'anglais. C'est comme ça que le présente le ministère. Hein. Voilà, attendez, que je comprenne bien, Maxime Repère, pardon, je comprends bien. C'est-à-dire qu'on est professeur d'anglais, le cours d'anglais, le professeur n'est pas là, on est prof de maths et on va donner un cours de maths ou un cours d'anglais? Cours d'anglais. D'accord, donc le professeur qui n'a pas été formé... D'accord, alors attendez, le professeur donc, de maths qui n'a pas été formé à l'anglais va donner un cours d'anglais à des élèves? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Le professeur de mathématiques qui est absent, oui. Il n'est pas là. Oui. Donc sa classe est libérée à cet instant. Donc l'idée avancée par le ministère, c'est de, par exemple, proposer à un enseignant d'une autre discipline de prendre la classe dans la discipline de l'enseignant qui remplace. Voilà, c'est ça. Donc le cours de maths, effectivement. Donc ce qui permettrait quand même, à la limite, d'anticiper une éventuelle absence de ce professeur. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus et il y a une forme d'irrespect pédagogique total là-dedans. Parce que ça veut dire que la classe aura 1 heure de plus en anglais, et qu'est-ce qui va se passer pour l'heure de mathématiques perdue? Et ça va être comme ça à la carte? Exactement, Voilà. C'est la vraie question. Justement, Elisabeth Alain Moreno, pour avoir un professeur qui remplace donc un autre professeur, on le disait, un autre professeur absent, encore faut-il qu'il y ait suffisamment de professeurs qui aient signé ce pacte. Et on en a parlé en tout début d'émission dans le journal de l'actualité en bref par Guillaume Ouattara. C'est que en fait, le pacte enseignant n'est pas forcément intéressant pour les enseignants qui déjà effectuent des heures supplémentaires. Effectivement, il y a un double frein très important au pacte, déjà sur son principe, parce que c'est quand même instrumentaliser la rémunération des personnels pour pouvoir pallier à un défaut du système que l'employeur solutionne complètement de travers. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a aussi un désaccord de la profession sur comment est-ce que revaloriser et reconnaître le métier est vu par l'employeur. Ça, c'est le premier frein. Et le second, c'est sur sa mise en œuvre. C'est quand même une sacrée usine à gaz à mettre en place. Les personnels de direction l'ont suffisamment témoigné. Et y compris sur des petits établissements, vous venez de l'évoquer, où il n'y a pas forcément la ressource suffisante pour assurer les heures de remplacement de courte durée. Et en plus, il n'y a pas forcément les candidats enseignants qui souhaiteront s'inscrire dans le pacte parce que tout simplement, sur ces petits établissements, ils font déjà énormément d'heures supplémentaires pour pallier au manque déjà actuel évident. Et ils ne pourront pas, à un moment, dépasser une charge de travail qui va les amener à un épuisement et même à un non-sens pédagogique parce qu'il ne faut pas oublier que chaque personnel, évidemment, il a besoin, comme chacun d'entre nous, à ce que sa fin de mois, elle soit avec le moins de décalage possible avec le coût de la vie. Parce qu'on a connu un gros décalage ces dernières années entre le salaire enseignant et le coût de la vie. Donc, c'est tout à fait légitime que n'importe quel collègue puisse vouloir s'éloigner de ce décalage-là. Mais par contre, la majorité ne voudront pas le faire à n'importe quel prix parce que notre métier, vous l'avez dit, il a quand même du sens, il a quand même des convictions. Et à un moment, quand on voit que l'employeur n'est même pas en capacité de voir ce sens au métier, c'est assez décourageant, dévalorisant et on n'a pas envie de faire ces heures supplémentaires-là. Il nous reste à peine 1 minute. Juste une question par rapport au lycée. La réforme Blanquer a permis, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas, a acté des spécialités à choisir. Est-ce qu'il y a un impact aussi pour ces professeurs qui auraient signé au préalable le pacte, Maxime Repère, et qui, justement, pourraient intervenir dans les classes? Est-ce que c'est aussi simple que ça pour le lycée?
De toutes les façons, les professeurs de spécialité ne font pas que de l'enseignement de spécialité. Donc, si vous voulez, ils sont concernés au même titre que leurs homologues en collège. Moi, je voulais simplement vous dire que cette surcharge de travail, elle est extrêmement dangereuse pour la santé des collègues. Et puis, quelque chose que vous avez effleuré, mais je pense qu'il faut vraiment insister dessus, c'est le fait qu'avec ce pacte, vous aurez une inégalité flagrante de la qualité d'enseignement sur le territoire. Ah oui. Il y aura une forme de fragmentation, notamment territoriale, entre les petites structures et les grosses structures. Donc voilà. Donc ça a rajouté à tout ce que nous avons dit au préalable sur justement ces points négatifs du pacte et sur la stratégie adoptée par le gouvernement pour le recrutement. Eh bien écoutez, voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire, le gouvernement le fait. Voilà, donc nous alertons, hein, c'est le rôle de tout syndicat, hein, comme l'a dit ma collègue, nous alertons justement sur les dangers et dérives entraînés par cette politique, dont le pacte en est un brillant exemple. On parlait de remplacements de courte durée, il y a évidemment les remplacements de longue durée. Et là, c'est le vrai problème qui se pose, et vous en parliez dès le début de cette émission, Elisabeth Alain-Moreno. Comment faire pour justement trouver une solution pour les remplacements de longue durée? Je rappelle que courte durée, c'est moins de 15 jours. Les remplacements de longue durée, c'est un problème de recrutement. De toute façon, tant qu'on aura des viviers insuffisants d'enseignants, on sera toujours avec des problématiques de remplacement de longue durée qui ne seront pas pourvues. Donc ça veut dire redonner de l'oxygène à nos métiers. Alors les leviers, on les connaît. Le gouvernement les connaît très bien puisqu'on a eu l'occasion à maintes fois de les donner. Et ça veut dire à la fois permettre de meilleures conditions de travail, permettre aux prochains, aux candidats potentiels dans nos métiers d'avoir une autre vision du métier et de ne pas être freinés pour pouvoir s'y projeter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tous dans nos entourages des enseignants et quand on les entend parler de leur métier, effectivement, ça ne donne pas forcément envie d'exercer le métier alors que nous, on sait que ce métier, il vaut le coup, il a du sens et qu'on prend plaisir à l'exercer. Donc c'est aussi améliorer ces conditions de travail-là, notamment par la santé, par une charge de travail inférieure, par un management aussi qui permet de ne pas être infantilisant, des consignes et des réformes qui arrivent tous les jours. C'est aussi permettre à la profession en place aujourd'hui de pouvoir se projeter à long terme, parce qu'aujourd'hui on a des collègues vers 40 ans, 50 ans qui ne se voient pas finir la carrière, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc c'est pouvoir donner aussi des projections favorables et positives sur la fin de la carrière. Ça veut dire peut-être mieux accompagner, mieux aménager les fins de carrière sur un métier qui est de plus en plus usant. Et là aussi les rémunérations vont compter, parce que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, elles sont globalement au niveau du socle, en tout cas pour la partie enveloppe socle, elle concerne peut-être à peu près tout le monde, mais avec des niveaux de rémunération qui, pour la seconde moitié de carrière, sont largement insuffisantes par rapport aux attentes de la profession. On le sait, il y a un gros problème sur la rémunération, on le sait depuis le début, ils ont fait des annonces qui sont très controversées. Juste, dernier point, en quelques secondes s'il vous plaît Maxime Repère, sur ces points à longue durée, est-ce qu'il faut ouvrir un nouveau concours pour les profs, pour les enseignants? Et c'est pas la question du nombre de concours que l'on va ouvrir, c'est surtout la question de l'attractivité du métier. Parce que là, avec tout ce qui est en train de se tramer, je peux vous prédire une chose, ça va être un effondrement, vous comprenez, des enseignants qui, à un moment donné, vont plus tenir. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, tout simplement. Merci beaucoup. Nous sommes des êtres humains et à un moment donné, eh bien, les collègues vont lâcher. Et on va avoir de plus en plus besoin d'enseignants. Et du coup, eh bien, on n'aura rien pour pouvoir pallier ce problème-là. On ne met pas un Kleenex sur une hémorragie. On va avoir besoin de médecins et d'hôpitaux qu'on n'a pas non plus de l'autre côté. Donc c'est bien, la France va bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. Elisabeth Alain-Moreno, secrétaire générale du SE-UNSA, et Maxime Repère, vice-président national du SNALC. On marque une courte pause, on se retrouve.
Chaque jour dans La Quotidienne, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. La Quotidienne, c'est l'émission qui partage avec vous des clés de compréhension et des pistes d'action. Tout cela avec une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, pédagogie, littérature jeunesse. L'école, c'est la vie et c'est aussi l'avenir de vos enfants. Initiative locale, orientation, école à l'étranger. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder une thématique forte de l'éducation en plateau, des profs, des parents, des élèves et des élus. Vous avez la parole tous les jours dans le MAG sur School TV. Le numérique ouvre le monde des possibles. On se retrouve tous les jours dans l'école du futur pour s'inspirer, pour décrypter la tech, le numérique, l'histoire, l'art ou encore les sciences, toutes ces matières qui nous permettent de mieux comprendre le monde de demain. Tous les jours, je vous retrouve dans le grand JT d'éducation pour débriefer ensemble l'actualité de la journée et se questionner sur l'avenir de nos enfants à l'école. En compagnie de chroniqueurs et d'invités, nous tenterons de répondre à une question d'actualité qui concerne l'éducation. Nous vous donnons chaque jour la parole dans le grand JT d'éducation. Toutes les semaines, on se retrouve dans Souvenirs d'écolier. Je vous propose un tête-à-tête avec une personnalité. Elle viendra se confier sur son enfance, elle nous racontera des anecdotes de sa scolarité et puis elle nous livrera sa vision de l'école d'hier et d'aujourd'hui. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le grand JT de l'éducation, je suis ravie de recevoir Frédéric Restagno. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du comité scientifique du concours C'est Génial, concours dont on va parler évidemment dans quelques secondes. Physicien et directeur de recherche au CNRS. Alors C'est Génial, c'est un concours scientifique destiné aux collégiens et aux lycéens. Racontez-moi les prémices, le démarrage de ce concours. Qui a pensé à cette idée et pourquoi ? L'origine de ce concours, c'est de constater la désaffection des étudiants pour les sciences, les carrières scientifiques, et se dire, est-ce qu'il y a moyen de favoriser une manière différente de faire de la science dans les établissements scolaires ? Et donc, c'était ça l'idée, et en particulier en favorisant les partenariats avec des laboratoires et des entreprises. C'était ça les deux grandes idées, faire de la science différemment, en partenariat. Et laboratoires et grandes entreprises, ils ont tout de suite été séduits par le projet, j'imagine ? Oui, pour plein de raisons. Il faut... Pour le recrutement, déjà ? Exactement. Le recrutement, c'est important. À l'origine, c'était peut-être un peu moins important qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça devient particulièrement crucial d'attirer des gens qui puissent aller dans ces carrières, à tous les niveaux d'ailleurs, que ce soit au niveau technicien, ingénieur ou chercheur. Alors, cette finale aura lieu demain au musée de l'air et de l'espace. C'est un privilège pour eux, j'imagine, d'être reçus dans de si beaux endroits. Oui, en fait, la finale, ça sera sous les Concordes du musée de l'air et de l'espace. Ils auront leur stand directement là et donc présenter à un jury de professionnels, de chercheurs, d'industriels dans ce lieu un peu magique. Je pense que ça va leur faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient comme mission, en fait, ces collégiens et lycéens ? L'idée, c'est de faire un projet. Un projet qui contienne de la science, alors ça peut être de la physique, de la chimie, ou ça peut être souvent quelque chose qui mêle plusieurs disciplines. Et ils doivent répondre à une question, ou essayer de répondre à une question, ou fabriquer un objet, fabriquer un prototype. Et c'est ça qu'ils doivent présenter au jury. Pour donner une idée, pour rendre les choses un peu plus concrètes, par exemple, il y en a qui ont essayé de comprendre comment optimiser des semelles de chaussures de sport, par exemple. Et donc, ils ont travaillé avec un équipementier sportif, d'autres qui ont travaillé sur des nouveaux cosmétiques peut-être. Et donc voilà, ils se donnent un objectif et puis ils essayent de trouver dans cette question dans laquelle peut-être les gens ne verraient pas une question de science, qu'est-ce qui est scientifique et comment la méthode scientifique permet de répondre à cette question. Oui, c'est là où ça change un peu par rapport au concours traditionnel, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un lien entre étudiants et professeurs, là on est un lien effectivement avec des chercheurs et avec aussi une grande entreprise ou un laboratoire dont vous parliez, qui en fait peut avoir un besoin, ou en tout cas fait naître un nouveau besoin, et donc le créer ensemble. C'est ça, l'idée c'est vraiment de sortir un peu de la relation qu'on a habituellement avec ses professeurs, de cette chose où le professeur sait les choses et puis il va vous apprendre et vous devez vérifier que vous savez, que vous avez bien compris. Là souvent, tout le monde est dans la position de ne pas savoir, le professeur, éventuellement les partenaires, et on essaye ensemble, en utilisant la science, de répondre aux questions. Guillaume Attara.
Est-ce que ça va être suffisant pour redonner le goût aux maths et aux sciences de manière plus générale? Moi, j'étais il y a quelques jours avec des présidents, des directeurs d'écoles d'ingénieurs qui tirent un peu la sonnette d'alarme et qui disent on va vers une catastrophe industrielle, on a de moins en moins d'inscrits, les classes prépa, ils font moins rêver, on va vers des formations plus courtes en alternance, beaucoup sur le numérique. Est-ce que ces initiatives-là, ça va sauver un peu le bébé mathématiques et sciences? Alors la réponse est malheureusement non. Non, parce que le volume touché est trop petit par rapport à ce qu'on pourrait espérer. On est un des plus gros concours de sciences, hein, mais c'est moins de 10 000 élèves par an. Donc ça, c'est très faible par rapport à ce qu'on pourrait toucher, ce qu'on pourrait espérer toucher. Donc ça peut changer, et on espère fédérer de plus en plus. Et cette année, les chiffres sont plutôt favorables, mais ça suffira pas. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont trouvé leur voie grâce à ce concours? Oui, alors ça c'est certain. Il y a des élèves qui disent, après avoir fait le concours, eh bien je me suis rendu compte que la science, ça servait à quelque chose. C'est-à-dire que le risque, c'est que la science, ça serve juste à faire plaisir aux professeurs, avoir la bonne réponse à l'exercice. Là, ils se disent, sur une question qu'on a définie avec nos professeurs, mais qu'on a définie nous-mêmes, souvent ça vient d'eux, sur cette question-là, on s'est rendu compte que c'est par la science qu'on pouvait répondre, et ça, forcément, ça les motive après. Notamment sur les problèmes environnementaux, j'imagine qu'ils ont été très portés sur cette question de l'écologie, de l'environnement. Oui, là, il y a 30% à peu près des projets qui concernent ces questions-là. Je veux dire, des questions d'énergie, de récupération d'énergie, des questions de pollution plastique. Et donc là, évidemment, je veux dire, c'est la jeunesse qui va être confrontée à ces questions-là, qui se penche sur ces questions-là. Et moi, je trouve ça vraiment formidable. Alors, ce jury, de qui il est composé ? Alors le jury, il est varié. Il y aura à peu près 70 personnes demain. Ah oui, quand même. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, et ces élèves, on veut qu'ils soient évalués de manière la plus professionnelle possible. Et donc dans ce jury, il y aura des chercheurs, des professeurs, des gens de l'entreprise, mais de l'entreprise à la fois des gens de la R&D, mais aussi des gens des RH par exemple. Donc il y aura tout ce monde-là qui pourra voir la qualité des projets de ces jeunes. Recherche et développement et ressources humaines oui. Qui suivent. Mais donc ça veut dire qu'il faut pitcher, en fait, si moi je suis étudiant et que je participe au projet, au concours C'est Génial, il faut pitcher son projet. Exactement. Devant le fameux jury composé de 70 personnes, plus tous les autres. Non, alors heureusement, on n'est pas 3 lycéens ou collégiens devant 70 personnes. On va présenter plusieurs fois devant des sous-jurys qui sont composés typiquement de 3 personnes. D'accord. C'est déjà difficile. Déjà impressionnant. Quand on est un collégien, de passer de présenter devant un physicien professionnel, un biologiste professionnel, un professeur expérimenté qui va vous poser des questions, alors des questions de professeur, mais aussi des questions naïves, et qui va vous dire mais pourquoi vous avez fait ça, pourquoi vous n'avez pas fait ça, et il faut se défendre. Des fois, il faut même se défendre en anglais, ou même systématiquement, il faudra se défendre en anglais. Les lycéens auront tous une question en anglais. Et ça, c'est quand même quelque chose d'un peu surprenant quand on est un lycéen de devoir, à brûle pour point, répondre à une question en anglais. Question en anglais, vous auriez su répondre? Yes, non, j'étais vraiment nul en anglais. Mais est-ce que c'est pas aussi une illustration qu'il faut changer certaines méthodes pédagogiques? Moi, j'ai poussé loin les études scientifiques au collège, au lycée, et j'ai pas souvenir, mis à part les TPE, les travaux personnels encadrés, qui arrivent finalement au bout de parcours en terminale, j'ai pas souvenir d'avoir eu de l'expérimental, etc. Pour moi, la physique, la SVT, c'était beaucoup de choses sur le papier, un peu rébarbatif. Est-ce qu'il faut pas plus d'événements comme ça? Ce qui est certain, c'est qu'il faut expérimenter. Je veux dire, la physique, les SVT sont des sciences expérimentales. Et pour prendre goût aux sciences expérimentales, il faut mettre en pratique. Donc ça, c'est certain qu'il faut le faire plus. Ça veut dire souvent de travailler en petits groupes, ce qui est nécessaire. Et donc ça, on le fait sans doute pas assez pour des raisons de moyens, pour des raisons de programmes qui sont souvent chargés aussi. Mais de place et de locaux, parce que c'est forcément, on a besoin de place pour avoir des petits groupes de 3 à chaque fois, notamment pour la physique, la chimie, la SVT. C'est assez compliqué. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur le bateau du Grand JT pour parler du concours C'est Génial, la finale demain, donc au Musée de l'Air et de l'Espace. Extraordinaire moment. Évidemment, on suivra de très près le finaliste et les projets proposés. Merci Frédéric Restagno d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes président du comité scientifique du concours C'est Génial, physicien et directeur de recherche au CNRS. Merci à vous. Allez, tout de suite, c'est à vous, Guillaume Attara, pour la chronique Vue à l'étranger.
Guillaume, pour votre chronique, vous nous faites voyager comme d'habitude et vous nous emmenez aux Philippines où une loi vient d'être votée qui ferait plaisir aux élèves français. Eh bien oui, si je vous disais qu'il n'y avait plus de devoirs le week-end, qu'est-ce que diraient les élèves français? Of course, let's go, Kwakubé, on y va. Eh bien en tout cas, c'est l'une des propositions de loi aux Philippines portée par Sam Versosa, un représentant du parti Tutok Twin à la Chambre des représentants. Il a soumis finalement une proposition de loi qui vise à interdire totalement les devoirs pour permettre aux élèves d'une part de se reposer, d'autre part de se ressourcer plutôt que consacrer leur temps aux devoirs. L'homme politique, il souligne que les élèves des Philippines, ils ont un emploi du temps beaucoup trop chargé et sa proposition de loi, elle viendrait en fait en complément d'une circulaire qui date de 2010 et qui encourage déjà les enseignants à limiter les devoirs à la maison pour ses élèves. Bon alors ces premières raisons, on peut les entendre effectivement, mais il y a un autre argument un peu plus surprenant qui a été utilisé pour justifier cette décision. Le quotient intellectuel des Philippins qui est le plus bas de la zone d'Asie du Sud. 80,64 points de QI, c'est vraiment très bas comparé au Japon, à Taïwan ou encore au Cambodge où ils ont tous un indice qui est proche de 100. D'autres recherches, elles ont également montré que les Philippins représentent le taux le plus élevé d'abandon scolaire parmi les pays d'Asie du Sud-Est. Et puis le manque d'intérêt pour l'éducation est l'une des autres raisons qui est fréquemment évoquée. Bref, on l'entend, c'est très compliqué pour ces Philippins de devoir suivre des cours à la maison. Alors attendez, que le député sous-entend que les devoirs, c'est bien ça, rendent bêtes? Exactement. Et ça, c'est très compliqué à entendre, mais c'est un petit peu le parallèle qui est fait, puisqu'il part du fait qu'il y a trop de devoirs, que les élèves sont trop surchargés, et donc qu'ils ont un quotient intellectuel un peu bas. Je vous avoue que j'ai du mal à saisir le raisonnement, peut-être une question de QI. Regardez la citation de ce député. Les enfants issus de familles plus aisées ont plus de chances de disposer de ressources telles que des ordinateurs, une connexion Internet, des espaces dédiés pour faire leurs devoirs, ainsi que des parents qui sont généralement plus instruits et plus disponibles pour les aider avec leurs devoirs. Et puis surtout, le temps passé le week-end à faire des devoirs aux Philippines, c'est du temps perdu pour d'autres activités, peut-être d'éveil intellectuel. Bon, alors donc ça, on n'est pas tout à fait sûr, évidemment, de l'argument, mais enfin, il faut dire que les conditions, en revanche, de travail, d'enseignement aux Philippines, sont très compliquées. Oui, déjà en 2009, c'est le quotidien, le New York Times, qui avait réalisé une enquête dans les écoles des Philippines et il avait mis en avant le cas notamment inquiétant d'une enseignante qui avait une classe surchargée, qui était obligée d'utiliser un mégaphone pour faire cours parce qu'on ne l'entendait pas. Il y a trop d'élèves. Il manquait quasi 30 000 enseignants à l'époque, en 2009. Quasiment 15 ans plus tard, je pense que la situation ne s'est malheureusement pas arrangée. Puis cette enquête, elle pointait du doigt d'autres difficultés, le manque d'infrastructures, de classes et même de toilettes. Il n'y avait pas assez de toilettes pour les élèves aux Philippines. Difficile donc de donner le goût d'apprendre aux élèves du pays. Cette situation n'est pas sans rappeler la France et le dispositif Devoirs faits qui s'inscrit dans la même mouvance, Guillaume. Oui, alors en France, on ne va pas jusqu'à dire que les devoirs rendent bêtes. Et je pense que si on fait revenir les enseignants qu'on a vus tout à l'heure et qu'on leur dit ça, ils vont nous dire que c'est pas tout à fait vrai. Par contre, là où les enseignants rejoignent un petit peu le constat philippin, c'est sur le facteur social des devoirs, puisqu'effectivement, ça n'est un secret pour personne. Plus on a des parents éduqués, disponibles pour nous donner du temps ou qui ont simplement les moyens de nous payer des personnes pour nous aider à faire les devoirs, plus on a des résultats scolaires en hausse. Alors depuis 2017, oui, en France, un dispositif Devoirs faits a été mis en place dans les établissements. L'objectif, c'est de permettre aux élèves de faire leurs devoirs en classe et pas seulement à la maison. Et j'ai fait un petit tour du côté du ministère, en tout cas du site du ministère, pour savoir un petit peu quels étaient les résultats de ce dispositif. Allez, petit bilan de Devoirs faits. Entre 2021 et 2022, ce sont plus de 803 000 élèves qui ont bénéficié du dispositif. Un collégien sur deux en REP, les zones un peu prioritaires, participe à Devoirs faits. En moyenne, un collégien bénéficie de plus de 2,5 heures par semaine de devoirs faits. Et dans chaque collège, un professeur sur 4 est engagé dans le dispositif. C'est donc du côté du gouvernement une réussite. À noter également qu'on a pensé à tout au ministère pour les élèves qui notamment vivent en zone rurale et qui n'ont pas la possibilité d'aller facilement à l'école. Eh bien, il y a e-Devoirs faits. C'est une aide dématérialisée qui permet aux collégiens qui rencontrent des difficultés de transport de bénéficier. Bref, en France, il pourrait être un peu plus difficile d'entendre que les devoirs rendent bêtes. Oui, et puis surtout l'argument du quotient intellectuel des Philippins, c'est quand même assez honteux. Merci beaucoup Guillaume d'avoir proposé cette chronique vue à l'étranger aux Philippines sur les devoirs. Tout de suite, je vous propose de retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et son invité est Katrina Patchett. Une compétitrice ? Ouais,
Est-ce que tu l'étais à l'école? À l'école, moins. Parce que j'avais tellement l'objectif de la danse en tête qu'à l'école, j'étais bonne élève, ça va. Enfin, j'ai jamais eu de problème. J'étais bonne élève, ça va, j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème dans le sens où, enfin voilà, j'étais pas non plus une rebelle ou. Tu faisais ce qu'il faut pour passer. Exactement. J'aurais pu faire largement mieux parce que j'étais pas non plus bête, mais. Non, j'en doute pas. Mais la danse, c'était plus fort que tout. Ça occupait tout l'espace? Je voulais juste danser. Et tu dansais du coup à partir de 6 ans, 3 ans. Combien de temps ça occupait en dehors de l'école? En dehors tous les de jours? l'école. Alors, je terminais l'école à 15h. Ouais. Je filais directement à l'école de danse. Tous et les je jours? m'entraînais jusqu'au soir. Tous les jours, à partir de l'âge de 6 ans. 5 heures, non, 4 heures de danse par jour. Les compétitions tous les week-ends. C'est ce que j'allais dire, donc il n'y avait pas de week-end non plus. Et 5 jours d'entraînement par semaine, un jour off et un jour de compétition. Donc c'est vrai que ça laissait... C'est une enfance qui est quand même très chargée. Ouais, ça laissait très peu de temps pour faire les devoirs, quoi. Bien sûr. Donc désolée. Et est-ce que ça laissait du temps pour développer des amitiés? Les amis, il y avait du temps? Alors les amis, j'en ai eu beaucoup dans la danse, du coup. Oui, ok. Et un petit peu plus au lycée. Et après, je suis partie. À 15 ans, je suis partie. Donc, mais ces amis-là sont toujours là. C'est toujours tes amis? Oui. Et en plus, avec maintenant des milliers de kilomètres, quoi, et tu arrives à entretenir ces amitiés? Oui. Est-ce que si je te demande un souvenir d'écolier précis, lequel te vient en tête là spontanément? Spontanément, en cours de danse. On avait une prof de gym qui donnait des cours de danse, qui n'était pas très bonne en danse. Tu voulais lui donner des cours? Et du coup, elle me demandait souvent de montrer. Mais non. Mais t'avais quel âge? Comment tourner, 13 ans. Ah oui, donc t'étais j'étais déjà danseuse. Une adulte, oui. Et donc tu faisais le rôle de la prof, quoi. De montrer aux autres comment faire des déboulés, des pas de bourrées, des trucs comme ça. Tu avais déjà eu plusieurs titres, du coup, si le premier tu l'as eu à 17 ans. À ce moment-là, j'étais déjà, alors à 13 ans, j'étais déjà 3 fois championne d'Australie, ouais. Mais du coup, après, au début, après, ils aménagent tes horaires à l'école pour que tu puisses... Non, on n'est pas en sport-études en Australie. Il n'y a pas sport-études en Australie? Pas pour la danse, en tout cas. Non. Donc, c'est pour ça que j'aurais pu... Oui, t'as plein d'excuses, on a compris. J'aurais pu eu des meilleures notes à l'école, mais j'avais pas le choix. J'étais obligée de quand même... Mais est-ce que c'était médiatisé? Genre, on savait quand même, les autres élèves te regardaient un peu différemment avec tous les titres que tu avais déjà remportés ou pas du tout? Pas du tout, parce que c'était pas du tout médiatisé à ce moment-là. Les émissions de danse et tout ça, c'est arrivé bien plus longtemps après. La raison pour laquelle j'ai fait la danse, c'était pas du tout pour être médiatisée de base. Non, mais comme tu gagnes plein de titres, forcément ça... Oui, ils savaient. C'est rare à cet âge-là. Ils savaient, mais c'était plus... surtout quand j'étais petite, on se moquait beaucoup de moi parce que j'arrivais à l'école avec des traces d'autobronzant, encore du gel dans les cheveux. Oui, tu étais dans un autre personnage. Pour eux, c'était un autre monde, quoi. Donc, non, c'était pas forcément... On m'a pas jeté des fleurs, en tout cas. C'est vrai, mais ça n'a pas été quelque chose de difficile? Non, non plus, parce que moi, j'avais tellement confiance en ce que je voulais faire, mais c'était pas difficile. Mais là où j'avais du mal, c'est de faire comprendre, en fait, aux autres à quel point ça avait de l'importance pour moi. Et tout le monde pensait, ah ouais, elle danse, quoi. Mais ça veut dire que tes vrais amis, c'était vraiment ceux avec qui tu faisais de la danse, mais à l'école, tu n'arrivais pas à avoir des... Pas au début. L'école, au lycée, oui. Au lycée, j'ai gardé mes amis du lycée. Parce que vraiment, à ce moment-là, je commençais vraiment à faire ça très, très sérieusement. Et de tout sacrifier, de quitter mon pays, de quitter mon chez-moi, et de quitter l'école, ma famille et tout ça pour faire ça. Mes amis ont compris que, ah ouais, c'est pas rien, quoi. Justement, donc, quand tu es au collège, école primaire, tes parents, quand ils te voient performer comme ça, tu dis, j'avais la pression, il fallait que je fasse aussi bien qu'eux. Ils sont fiers de toi, ils te soutiennent, ils t'encouragent. Oui, ils te disent quand même, il faut bien travailler à l'école. Ils m'ont laissé partir. Donc, je pense que ça veut tout dire. Et fille unique, en plus. Fille unique.
à l'âge de 15 ans, mes 2 parents, ils ont pris la décision, et ils n'étaient plus ensemble, mais ils ont quand même pris la décision de me laisser partir. Donc pour moi, c'était une espèce de preuve comme quoi Tu que pars à j'avais combien quand de même... kilomètres d'eux à ce moment-là? Bah, à 15 ans, je suis partie à 3000 et quelques kilomètres, donc de Perth à Melbourne. Ouais. Et à 16 ans, je suis partie carrément d'Australie au Danemark, quoi. Parce qu'en Europe, c'est là où il y a un vrai circuit professionnel des compétitions. C'est là où il y a les meilleurs entraîneurs, les meilleurs profs, et c'est là où on retrouve vraiment le circuit des compétitions internationales avec tous les meilleurs couples du monde, quoi. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Katrina Patchett pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Après avoir fait un livre spécifique pour les femmes, ou sur les femmes en tout cas, un bouquin la sexualité masculine, c'est que beaucoup de choses, nous dites-vous, ont changé depuis 5-10 ans pour les hommes. Beaucoup de choses ont changé et puis on s'est fait une idée un peu aujourd'hui, moi je trouve archaïque, de la sexualité masculine. C'est-à-dire qu'on a quand même la vision que la sexualité masculine est quelque chose de très mécanique, alors qu'en réalité, elle est aussi complexe que celle des femmes. C'est la première chose qu'on apprend, c'est que l'homme est une femme comme les autres. Exactement. Dans le livre, à savoir que la sexualité masculine est tout aussi dépendante du psychisme que celle des femmes. Tout à fait. Tout aussi dépendante, sauf que les hommes en ont moins conscience que les femmes, parce que, de par notre culture, de par notre éducation, les hommes ont beaucoup moins tendance à s'intéresser à ce qui se passe dans leur tête, à leurs émotions. Ils sont moins proches de leurs émotions que les femmes. Et donc, de fait, ils prennent moins conscience de ça. Je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez. Non, je rigole. C'est pour illustrer le propos. Oui, c'est ça. Oui. Et donc l'idée, c'est quand même d'apprendre aux jeunes hommes qui peuvent nous écouter et ces ados qui rentrent dans la sexualité que ça va aussi dépendre de leurs émotions, de ce qu'ils ont envie de faire, de leurs désirs, etc. Et que la sexualité n'est pas mécanique. Vous le sentez en consultation, ces évolutions? Comment c'est formulé? Comment les gens vous amènent des choses que vous n'entendiez pas il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Alors, ce qu'on voit beaucoup en consultation aujourd'hui, ce sont des jeunes hommes qui viennent consulter. Et ça, c'est nouveau? Ah ben c'est nouveau, oui. Des jeunes hommes de 20 ans. Enfin, c'est des tout jeunes qui sont rentrés dans leur sexualité il y a 2-3 ans et qui là viennent parce qu'ils sont dans une relation affective, sentimentale, importante pour eux et bien ils se mettent la pression. Alors avec tout le discours sur le féminin aujourd'hui qui est très important, hein, sur les faits que les femmes doivent prendre du plaisir, ont envie de prendre du plaisir au lit et revendiquent ça aujourd'hui, ben ça met une pression supplémentaire aux hommes dans leur sexualité. Et ça se traduit par une angoisse de performance, beaucoup autour de la question de la performance. Est-ce que cette méthode, Maxime, peut faire, d'après vous, des émules au-delà du challenge et des différents concerts? Vous pensez que justement, c'est une méthode qui peut perdurer dans les écoles? Qu'est-ce que vous disent les professeurs une fois que vous les avez rencontrés? Ils me disent que justement, les élèves en fait devent continuer. Mais ça va pas les arranger. Oh là là, chaque semaine je dois faire une chanson, ça devient compliqué en cours là. Ouais. Non mais en fait ça peut pas remplacer les cours non plus. C'est plus une méthode d'appoint pour aider, et notamment c'est une méthode aussi parce que du coup l'application StudyTrax est mise à disposition gratuitement à tous les élèves. Alors comment ça marche cette application StudyTrax? Il y a une interface assez simple à utiliser. Donc les cours en fait sont rangés selon les matières. D'accord. Et du coup les jeunes peuvent l'utiliser chez eux. Donc, c'est mis à disposition par l'association Faites le Mur gratuitement à tous les élèves. D'accord. Et l'idée c'est qu'ils puissent réviser chez eux grâce à cette application. C'est avant tout une aide au devoir, quoi. Et vous me dites aujourd'hui qu'effectivement l'apprentissage en musique, ça peut véritablement freiner le décrochage scolaire? En tout cas, ça aide. On voit vraiment une amélioration des notes et les jeunes le disent eux-mêmes. Je me suis amélioré en cours, etc. Nous, à l'association, même, on a d'autres programmes d'éducation scolaire. Par exemple, on a un programme qu'on appelle Vacances éducatives, qu'on met en place en fait avec nos jeunes, parce que de base nous on intervient surtout dans le tennis, et donc tous les jeunes qu'on forme avec le tennis, on leur propose des stages. Donc pendant les périodes scolaires, pendant les vacances scolaires, où on a le matin du tennis et l'après-midi du soutien scolaire, et on utilise un peu cette application, et c'est pareil, ça aide vraiment dans l'aide à la révision. Vous
Vous avez mené pendant 1 an ces itinéraires numériques. Alors, c'est absolument fantastique parce que c'est un peu votre grand débat à vous. Vous êtes parti avec votre bâton de pèlerin dans les territoires, rencontrer les pouvoirs locaux, les associations, toutes celles et ceux qui aident aujourd'hui les Français et les Françaises à s'acculturer au numérique. Est-ce que je l'ai bien résumé ? Oui, c'est ça. Et puis les pouvoirs publics, les associations, mais aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, les citoyens, des adolescents, des personnes âgées qui ne sont pas forcément des experts ou des professionnels du numérique, mais donc pour débattre aussi avec eux de tout ça. L'idée de départ, en fait, c'était pour une fois de se mettre du côté des utilisateurs et utilisatrices qui, vous le dites si bien, sont aussi des citoyens et citoyennes du numérique, essayer de les écouter, eux, pour mieux adapter cette éducation au numérique. Oui, alors peut-être revenir sur la genèse donc, de toute cette démarche. Donc, le Conseil national du numérique, qui est une commission consultative indépendante, transdisciplinaire, a pour mission de fournir justement une réflexion sur les impacts du numérique sur nos sociétés, sur nos quotidiens, sur la manière dont on interagit. Et on a publié en février 2022 un ouvrage qui s'appelait Civilisation numérique, qui était sous-titré Ouvrons le débat. Et dans cet ouvrage, on faisait état justement du besoin de politiser le numérique, c'est-à-dire considérer que c'est un objet qui n'est pas neutre. Il n'y a pas un numérique qui est donné et puis c'est comme ça. On peut pas faire des choix. Mais au contraire, comme c'est un objet technologique, c'est un objet qui peut faire l'objet de choix. Et donc, on a besoin d'avoir un débat qui soit un débat d'experts et de chercheurs, qui soit un débat politique, mais qui soit aussi un débat démocratique. À partir du moment où le numérique touche l'ensemble de nos vies, on utilise le numérique quand on travaille, quand on étudie, quand on se déplace, quand on communique, quand on s'informe, quand on enseigne, et jusque même dans nos relations familiales et intimes. Et donc, à partir de ce moment-là, où on a tous affaire au numérique, on doit pouvoir tous avoir notre voix au chapitre. Donc, dans cet ouvrage, on faisait état du besoin d'ouvrir le débat, c'est tout ce sous-titre, autour du numérique et autour de nos usages. Et on s'est dit, concrètement, comment ça s'organise. Et donc, on a lancé il y a une année cette démarche exploratoire, itinéraire numérique. L'idée, c'était de pouvoir un peu creuser ça et d'aller justement, en travaillant à chaque fois avec des structures de terrain, avec des collectivités, avec des tiers-lieux, avec des associations, des médiateurs, d'avoir ce débat avec des citoyens, donc vous l'avez dit, avec des experts au niveau local, avec les acteurs des politiques publiques, mais aussi avec des parents, des retraités, des collégiens, des lycéens, pour se mettre vraiment dans une logique, et vous l'avez rappelé, une logique d'écoute, c'est-à-dire qu'on ne venait pas porter un message, porter la manière dont le Conseil du numérique voit ces sujets, mais plutôt essayer de comprendre comment ils étaient perçus, vécus quotidiennement par les Français. Yann Saint-Réquier, qui est éducatrice et formatrice en santé sexuelle et qui dit, je cite, « Le monde des adultes a souvent l'impression que les ados prennent la pornographie pour argent comptant, qu'ils sont complètement naïfs, qu'ils pensent que ce sont des représentations qui peuvent correspondre à la réalité. C'est faux. Une bonne partie d'entre eux a par exemple tout à fait conscience que ce sont des acteurs et actrices. » Est-ce que vous constatez, vous, dans vos consultations, quand même ? Oui, tout à fait. Elle n'a pas tort non plus. Elle n'a pas tort, non. Ouais. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est du cinéma, ils savent ça, effectivement. Mais ça fait des dégâts quand même. Mais ça n'empêche l'un n'empêche pas l'autre. Exactement, ça n'empêche pas que l'on est pris ensuite dans des contraintes et dans des représentations performatives et de conformation à ce que l'on voit. Quel est son impact ? Quelle est encore son implication, effectivement, après cette association qui est née en 93 ? Comment il arrive justement à insuffler, lui qui a plein d'autres projets, on l'a vu notamment au Cameroun, à insuffler toujours du renouveau au sein de cette association ? Aujourd'hui, Yannick, il est là, il est présent et en fait, il sert énormément avec son image, son aura qu'il a encore aujourd'hui. Ces prochaines semaines, on va énormément parler de lui. Et il se sert justement de son impact médiatique pour le mettre à disposition pour les jeunes, en fait, et puis pour l'association de manière générale. Et il intervient et vient souvent, en fait, lors de nos événements qu'on organise, justement pour donner une visibilité encore plus importante sur nos actions, quoi. Depuis 2017, Faites le Mur est devenu officiellement l'opérateur de la FFT dans les quartiers prioritaires. En quoi ça a changé la donne ? En quoi ça change la donne ? Il y a un avant et un après ou pas ? Il y a un avant et un après. En fait, il faut savoir, donc on a dit les chiffres tout à l'heure. Aujourd'hui, on est même passé à 80 implantations en France et 17 000 jeunes. Avant 2017, je crois qu'on était à moins de 20. Ou une vingtaine en tout cas. Il faut savoir qu'on a énormément essaimé
grâce aussi à l'opération, grâce au fait qu'on soit devenu opérateur FFT et aussi parce qu'on a gagné un appel à projet avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires. D'accord. Et ce qui a fait que on a changé de dimension et la Fédé aujourd'hui nous accompagne et ce qu'il nous offre, c'est notamment... Vous avez plus de latitude, plus de moyens aujourd'hui concrètement ? Plus de moyens et aussi on crée des clubs dans les quartiers prioritaires. D'accord. Et ces clubs, on licencie les jeunes gratuitement. Les jeunes peuvent participer aux compétitions et on constate que des jeunes qui jouent... Le sport, ça libère vraiment des soft skills, des valeurs chez les jeunes et ça leur permet en fait, outre la dimension éducative, aussi de leur donner des vraies clés pour réussir dans leur vie professionnelle. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur le canal 247 de Freebox, schooltv.com pour revoir toutes les émissions. Merci à toute l'équipe, en particulier aujourd'hui à Guillaume Ouattara. Merci d'être là, toujours fidèle. Merci beaucoup, merci de me donner la parole. Merci pour tout, Virginie. Merci à vous, on ne vous remercie pas assez. Merci pour vous tout. Vous le faites à chaque fois, c'est adorable. Merci à la réalisation, c'est Romain Luc. Au son, Mathieu Sullivan, le maquillage, Colline Hamel et Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédac. Très belle soirée à tous. Ciao.